Oui, alors bonjour tout le monde, c'est Joanie de Mon Prospecteur. Je suis avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton de Communication Futée. Alors, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. C'est votre premier webinaire, alors on vous souhaite bon succès. Merci. Première expérience de webinaire à vie. Comme invité, c'est ça prend les premières fois. Donc, ce soir, c'est le webinaire sur la communication en négociation. Donc, Mélissa et Nicolas sont deux experts en communication, sont des consultants, des experts en communication. Donc, je suis certaine que vous allez pouvoir nous donner plein de trucs sur comment faire une négociation efficace, surtout en immobilier. Donc, je vais vous laisser faire votre intro, nous donner vos principaux trucs. Puis après ça, on va répondre aux questions. Ça va être la tribune pour que vous, participants du webinaire, puissiez poser vos questions à Mélissa et Nicolas. Excellent. Good. Super. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci à tout le monde d'être avec nous également ce soir. La négociation, c'est vraiment un sujet passionnant, intéressant. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. On a choisi ce soir de se concentrer là, sur certains éléments pour parler avec vous. Parce que c'est ça, la négociation, c'est un sujet qui est très chaud pour bien des gens. Autant il y a des gens qui adorent la négociation, ils sont comme yes, j'ai hâte d'aller négocier, ça va être super le fun. Et il y en a d'autres pour qui ça fait oh bon, là, il faut que j'aille négocier, ça me stresse, oh, comment j'en y prendre, je ne sais pas trop. Ouais. Il y a vraiment des positions très, très extrêmes par rapport à la négociation. Mais nous, on pense que ça dépend du point de vue qu'on choisit, dans lequel on choisit de se placer. Ouais. Parce qu'il reste que la négociation, c'est de la communication. C'est de partager un message, transmettre un message, recevoir le message de l'autre, discuter, échanger dans le but d'arriver à un accord commun. Nous, du moment où on a décidé de voir la négociation comme simplement de la communication, il y a bien du stress qui est tombé. On est devenu beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant dans les contextes de négociation. C'est ça qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, comment la communication, les techniques de communication peuvent nous aider à avoir plus d'impact en négociation. Oui, puis Mélissa elle l'a dit tantôt, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant tout le webinaire, mais le but, c'est de pouvoir vous laisser la place aussi pour poser vos questions. Fait qu'on va vous offrir d'emblée quelques stratégies, des outils pour vous donner des idées, mais aussi pour amorcer votre réflexion sur le sujet de la négociation. D'entrée de jeu, il faudrait que vous posiez la question, c'est quoi pour vous une bonne négociation? Une négociation qui est efficace. Qu'est-ce qui fait quand tu ressors d'une négociation que tu penses que ça a bien été, que ça a été une bonne négociation? Évidemment, il y a plusieurs éléments qui entrent de compte. Nous, on croit qu'il y a certains éléments importants. C'est sûr qu'on peut parler du résultat d'abord. Donc, on dit qu'on aimerait ça avoir un certain résultat quand on sort d'une négociation. Évidemment que si tu atteins le résultat que tu t'étais fixé au départ, c'est sûr que tu as eu une bonne négociation. Mais est-ce que vous pensez que si vous n'atteignez pas le résultat que vous êtes fixé au départ, vous avez eu une mauvaise négociation? Posez-vous la question. Pas nécessairement. Ouais. Pas nécessairement. Même si tu n'as pas nécessairement atteint le résultat que tu t'étais fixé au départ, ça ne veut pas dire que ta négociation n'a pas bien été. C'est une question de relation. Tu entres en relation avec quelqu'un, ça se peut que ça prenne 2, 3, 4 rencontres avant d'arriver au résultat escompté ou à un résultat qui te convient. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger chaque rencontre que vous faites avec les gens avec qui vous voulez négocier. Il y a d'autres éléments aussi qui nous permettent d'évaluer si on a eu une négociation efficace. Outre le résultat, qui est évidemment un excellent indicateur, il y a aussi le plaisir qu'on a eu dans notre négociation. Comment on s'est senti? Est-ce qu'on s'est senti bien? Est-ce qu'on s'est senti en confiance? Est-ce qu'on sentait qu'on était en pleine possession de nos moyens? Ça, c'est des éléments qui nous indiquent, yes, ma négociation, elle s'est bien déroulée. La relation, évidemment, qu'on était bien avec l'autre personne. Et ça, parfois, peu importe le résultat. Nous, dans notre expérience, on est arrivé à déterminer 5 étapes pour en arriver, en tout cas, du moins pour augmenter nos chances de vivre une négociation efficace. La première étape, c'est la collecte des informations. Là, c'est une étape cruciale et c'est là que mon prospecteur entre en ligne de compte parce que vous recevez une alerte, vous recevez une information qui peut vous être extrêmement utile pour amorcer éventuellement une négociation. Mais outre ça, il y a d'autres moyens de se renseigner.
Évidemment, ça peut être de contacter le propriétaire, ça peut être d'aller voir sur le site de la ville l'évaluation municipale, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on a de l'information sur la propriété? Est-ce qu'on a d'autres informations sur le propriétaire? Des fois, c'est niaiseux, là, mais faire une recherche sur Facebook, des fois, on peut avoir de l'information. S'il y a un courtier, bon, dans le dossier, des fois, ça arrive, des fois, il n'y a pas de courtier, mais s'il y en a un, on peut poser des questions pour aller chercher de l'information là aussi. C'est une étape extrêmement importante pour bâtir la négociation future. Il faut que vous ayez le plus d'informations possible. Plus vous en avez, plus vous mettez les chances de votre bord. Exact. Combien de temps? La deuxième étape d'une négociation efficace, c'est bien sûr l'analyse. À partir des informations récoltées, vous asseyez, vous vous dites, bon, y a-t-il un deal pour moi là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le prix, moi, que je suis prêt à payer pour la propriété? Ça va être quoi le projet que j'entrevois de réaliser avec cette propriété-là? C'est quoi mes barèmes? C'est quoi mes limites? Sur quoi je peux jouer? C'est quoi mes marges de manœuvre? Là, l'analyse vous permet de vous positionner par rapport au projet, par rapport au deal éventuel. La troisième étape, la plus importante, mais quoi, je trouve qu'elles sont toutes importantes. Ouais, celle-là, elle est particulièrement. Particulièrement, vas-y. Ouais, je pense que si celle-là n'est pas là, c'est un peu plus difficile de faire une bonne négociation. Oui. Donc, troisième étape, la préparation. La préparation, la fameuse préparation. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans cette portion-là. Je pense qu'il faut voir la préparation comme... Comment je dirais bien ça? Pensez-vous que les bons négociateurs improvisent? Qui sont là, qui sont comme juste comme des poissons dans l'eau, puis tout sort comme si de rien n'était? Non, il y a certainement de la préparation devant ça. Puis dans la préparation, évidemment qu'il y a l'analyse, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette information-là que j'ai récoltée, que j'ai analysée? Comment je vais l'apporter à la personne à qui je vais m'adresser? Je vais le dire dans quel ordre? Tu sais, de se donner une structure, un ordre pour savoir vraiment comment vont couler les choses. Parce qu'évidemment, il y a certains points, des fois, qui sont plus difficiles à négocier. Ce ne sont pas ceux-là qu'on va aborder dans un premier temps dans une négociation. Fait que dans la préparation, on structure nos idées de façon à les présenter dans un ordre qui va être intéressant pour l'autre personne. Il y a les documents aussi. Ça dépend, il y a différents types de négociations, mais il y a certaines négos où ça vaut la peine d'avoir un document, un one-pager, souvent nous qu'on appelle. Donc, sur une feuille, toute l'information se retrouve. Donc, vous êtes en mesure de laisser ça à la personne avec qui vous négociez à la fin de votre négociation ou même pendant la négociation. Et souvent, ça ajoute du professionnalisme, ça ajoute de la crédibilité à votre projet aussi. Donc, ça peut vous aider dans la négo. Mais ça rentre dans l'étape de la préparation. Tout à fait. La pratique. Oui, la pratique, ça, c'est un élément important. Fait que quand on se prépare à discuter avec quelqu'un, d'une certaine façon, il faut se pratiquer à dire ces choses-là. Parce que les mots ne vont pas nécessairement sortir fluidement si on ne les a jamais dit. Donc, de savoir qu'on va dire les choses dans un certain ordre, c'est une chose. Mais de les dire et de les répéter à voix haute, comme si vous parliez réellement avec la personne, ça peut faire toute la différence. Mais ça, puis moi, quand on se prépare à une négociation, on imagine la personne en avant de nous, puis on y parle vraiment. Tu sais, on dit « Bonjour, Madame une telle, puis on dit vraiment qu'est-ce qu'on va dire en temps normal. C'est toi qui dis ça en premier, je dis ça après. Fait que là, on le répète de cette façon-là. Puis quand on arrive sur le moment, sur le fait, ça ne se passe pas à 100% comme on l'a prévu. Mais au moins, ça fait que quand on en arrive à ces points-là qu'on a pratiqués, bien, ça coule de façon fluide. Puis c'est là où on a l'air d'avoir de la répartie. D'avoir de la répartie. Exactement. On dirait que c'est naturel. C'est sûr que c'est naturel, bien, souvent, ils l'ont répété. Dans la préparation aussi, l'importance de préparer les objections. Évidemment, vous attendez à en avoir dans un contexte de négociation. Ça arrive assez fréquemment. Ouais. Quand on se prépare, on fait le tour du sujet. On pense à notre position à nous, mais on se met dans la position de l'autre personne aussi. On essaie de s'imaginer, bon, lui, qu'est-ce qu'il voudrait? Elle, qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce qui risque de la choquer dans ma proposition? Comment est-ce que je peux y répondre? Évidemment, ça aussi, ça fait partie d'une bonne préparation à une négociation. Ouais. Parce que, tu sais, en vous préparant, vous préparez à l'avance, c'est quoi les avantages que vous allez offrir à cette personne-là? Je vais lui dire ça, elle va être contente. Je vais lui dire ça, elle va être contente. Je vais lui dire ça, elle va être contente. Mais ça se peut qu'elle vous dise ça parce qu'elle n'est pas contente. Moi, le taux que tu m'offres, ça ne m'intéresse pas, ou le prix que tu m'offres, ça ne m'intéresse pas. Il faut que vous pratiquiez à recevoir ça, puis à répondre qu'est-ce que vous répondriez. Parce que ça se peut que ça ne soit pas évident, mais ça vaut la peine de prendre le temps de se préparer à ça. Bon, si elle me dit qu'elle n'est pas d'accord pour le prix, qu'est-ce que j'y dis?
Vous le préparez, vous y réfléchissez, vous y songez. Quand vous avez trouvé une réponse qui semble avoir de l'allure pour vous, vous pratiquez à la dire. Vous dites, bon, ben, elle me dit ça, OK, je vais y répondre que telle chose. Donc, en le disant, ben, si ça arrive, ben, ça va sortir de façon fluide, vous allez vous-même vous surprendre. Ouais. C'est sûr, certain. Donc, ça, c'était la troisième étape. On en a parlé plus longtemps, justement, parce que c'est une étape super importante, troisième étape. Quatrième étape, maintenant, pour une négociation efficace, bien sûr, c'est la négociation elle-même. Je pense qu'il faut voir la négociation comme, je le disais justement en introduction, comme une discussion. C'est un échange qu'on a avec l'autre personne. L'objectif, c'est pas de dire à tout prix nos arguments ou de dire à tout prix notre position, mais plutôt d'échanger, de voir les réponses de l'autre, s'adapter à ces réponses-là, évidemment en fonction de ce qu'on a préparé au préalable. C'est vraiment, il faut vraiment le voir comme un échange, comme une discussion. Un autre élément super important, je pense, à avoir en tête dans une négociation, ça nous aide beaucoup, nous, dans tous nos négos, c'est d'établir d'entrée de jeu l'objectif de la rencontre. Vous arrivez, vous voulez faire une offre à un propriétaire qui n'est pas nécessairement vendeur, ben vous lui dites d'entrée de jeu, ben écoutez, aujourd'hui, moi, l'objectif, c'est de vous faire une proposition d'offre d'achat. Puis j'aimerais qu'on s'entende à la fin de la rencontre parce que je sais que vous voulez vendre votre propriété. Bon. Là, c'est d'établir avec l'autre personne, ben, est-ce qu'on est d'accord sur l'objectif de cette rencontre-là? L'autre personne dit oui, OK, super. Fait que là, on est au même diapason, on a le même objectif, fait qu'on travaille dans le même sens. C'est une façon d'avoir plus de résultats en général. Oui, puis évidemment, pendant la négociation, d'avoir en tête que l'objectif, c'est de rechercher une solution qui est commune. Okay, donc, oui, vous avez une idée au départ, puis probablement qu'un coup, l'autre personne doit avoir une idée au départ aussi. Fait que ça se peut que ça ne soit pas tout noir, tout blanc, ça se peut qu'on ait à trouver un compromis. Donc, il faut trouver une solution qui va plaire aux deux. Donc, l'aspect gagnant-gagnant qui est important. Ouais. Et de l'avoir en tête, ça vous aide pendant la négociation aussi à être mieux outillé pour avoir la répartie puis répondre réellement aux besoins de la personne et aux vôtres. Évidemment. Cinquième étape, très importante aussi, le suivi. Souvent négligé, oui. Parce qu'on le disait justement en introduction aussi, on disait une négociation efficace, il n'y a pas nécessairement le résultat qu'on souhaiterait au bout de la négociation, mais peut-être qu'éventuellement, ça peut se conclure, on peut en arriver à un résultat intéressant, souhaitable pour les deux parties. Donc, c'est très important de maintenir la relation, si on souhaite aller plus loin, maintenir la relation et faire un suivi, évidemment, avec la personne par la suite. 5 étapes. 5 étapes, ça vaut la peine de se les mettre en tête pour essayer de ne pas en oublier et de mettre les chances de son côté. Ouais. Maintenant, comme on disait tantôt, pour nous, négocier, c'est communiquer. Mais c'est quoi les aspects de la communication, justement, qui vont nous amener ou nous aider à bien négocier? Donc, comme négocier, c'est communiquer pour nous, ben c'est quoi communiquer? Communiquer, là, ça veut dire s'organiser pour que le message passe. Quand on dit « j'ai réussi ma communication », d'une certaine façon, c'est dire ben, « mon message a passé ». La personne a bien compris ce que je voulais dire. Donc, si communiquer, c'est faire passer son message, ben négocier, c'est faire passer son message d'une certaine façon aussi. Puis, ça passe par plusieurs éléments, plusieurs façons de vous aider à bien faire passer votre message, dont, entre autres, votre attitude. C'est quoi les éléments de votre attitude qui vont vous aider à bien négocier, à avoir un résultat satisfaisant? C'est vraiment intéressant de constater à quel point la communication, la négociation, c'est la même chose finalement, ça va ensemble. Parce qu'on parle souvent, c'est quoi les attitudes d'un bon négociateur? C'est quoi les attitudes d'un bon communicateur? C'est exactement la même affaire. Puis dans le cas de la négociation, ben, ça commence par l'intention sincère d'en arriver à une solution qui va être gagnante pour tout le monde. Avoir sincèrement la volonté d'arriver à un accord qui va être commun. Ça, je pense que c'est la première attitude parce que ça transparaît. L'autre personne le sent. Ah, je sens qu'on peut collaborer ensemble. Je sens qu'on peut arriver à un accord, donc j'ai envie de négocier. Fait que si vous partez avec cette intention-là dès le départ, vous allez mettre l'autre personne dans le même état d'esprit, finalement. Ça va favoriser les chances d'arriver à un résultat qui va être intéressant pour tout le monde. C'est ça, parce que si vous avez en tête d'emblée de le plumer, tu sais, en tout cas, vous n'êtes peut-être pas à la bonne place pour avoir des conseils. On ne pourra pas vous en donner. Mais c'est ça. Donc, si vous avez une réelle intention de l'aider, ben, ça va mettre les chances de votre bord pour que ça fonctionne, la négociation fonctionne. Un autre élément très important,
Le respect. Donc, le respect, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est de se respecter soi-même. Okay? Si vous avez des valeurs, vous avez des limites, respectez vos valeurs. Si vous voyez que la négociation, à part, puis que ça va à l'encontre de qui vous êtes, de ce que vous avez comme valeur, ben, non, ça marche pas, ça marche pas. Ça peut pas toujours marcher. Ça nous est déjà arrivé, nous autres, là, de se faire offrir quelque chose que c'était tellement à l'encontre de nos valeurs que même si le prix est intéressant, je pouvais pas accepter ce genre de négociation-là. Fait que je me suis juste retiré, puis c'est tout, là. Ça peut arriver. De respecter, évidemment, l'autre. Imaginez-vous, vous allez dans un magasin, puis le vendeur vous aborde, puis quand vous lui posez des questions, vous voyez que il vous rit en pleine face. D'une certaine façon, il vous manque de respect. Automatiquement, il y a beaucoup moins de chances de vous vendre ce qu'il veut vous vendre que s'il vous respecte, il vous écoute, puis il dit « OK, oui, ça a du sens. » Puis « OK, vous voulez pas ça, c'est pas grave, on va aller vers quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous voulez. » Donc, il y a une question de respect, ça se sent tout de suite. Puis, c'est ça reste ce qu'on disait tantôt aussi, mais il ne faut jamais sous-estimer le potentiel, la relation que vous créez par cette communication-là. Fait que si vous respectez la personne tout au long du processus, la personne va le ressentir, va vous être reconnaissante pour ça, va vous apprécier davantage et donc le potentiel de conclure une transaction gagnante pour tout le monde augmente, peut-être pas à court terme, mais à moyen ou à long terme. Fait que ça, c'est important de le garder en tête dans n'importe quelle négociation. Ouais. Autre élément, j'en ai un peu glissé un mot, l'écoute. Ouais. L'écoute, très, très, très important. C'est au cœur de la négociation, puis c'est au cœur de la communication. C'est au cœur de la communication. Communiquer, c'est dire, c'est recevoir, puis échanger au travers de ça. La négociation, c'est exactement la même chose. Puis on parlait de préparation tantôt, puis de collecte d'informations. Bien, le fait de poser des questions et d'écouter, d'être à l'écoute réellement et sincèrement de ce que vous dit l'autre personne, bien, vous pouvez aller chercher de l'information incroyable là pour avoir des idées dans le but d'arriver à une solution qui va être gagnante pour tout le monde, qui va être gagnante pour l'autre personne aussi. L'écoute, c'est crucial, c'est essentiel. On se fait souvent poser la question, mais comment je peux développer mon écoute? Comment je peux être meilleure pour écouter? Je pense que ça commence par développer la faculté de poser des questions, d'abord et avant tout. Puis, on peut se pratiquer dans notre quotidien aussi à écouter. Tu sais, des fois, c'est aussi simple qu'avec votre blonde, avec votre chum le matin, pendant que vous mangez vos céréales, qui vous parle. Bien, posez-vous la question, est-ce que je l'écoute véritablement? Premièrement. Puis deuxièmement, si vous vous dites que oui, bien, êtes-vous capable de résumer ce que votre conjointe vient de vous dire? C'est une façon d'intégrer la pratique de l'écoute dans le quotidien, mais vous allez voir que souvent, on n'écoute pas tant que ça, puis qu'on a intérêt à développer cette faculté-là parce que ça nous sert énormément en contexte de négociation. Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose? Bien sûr! À propos de l'écoute, justement, moi-même, j'ai de la difficulté. Des fois, je pense écouter l'autre, mais au fond, je suis en train de préparer ma réponse. Dans ce temps-là, oui, je l'écoute d'une oreille, mais mon cerveau, il roule à « Ah oui, je vais répondre ça, je vais répondre ça. » Dans ce temps-là, je n'écoute pas vraiment ce que l'autre a à me dire. Oui. Ça arrive souvent. C'est fréquent en contexte de négociation, justement. Fait que là, c'est à nous de se ramener. La préparation nous aide à avoir moins besoin de chercher nos idées parce qu'on le sait, c'est prêt, on l'a réfléchi, c'est déjà là. Ça nous permet d'être plus disposés pour être dans l'écoute. Puis justement, comme tu sais, oui, tu peux te pratiquer à écouter les gens puis t'assurer que tu as bien compris, mais si c'est plus difficile, poser plus de questions, comme le disait Mélissa tantôt, c'est que nécessairement, si tu poses une question, tu attends une réponse. Si tu attends une réponse, écoute-la la réponse. Est-ce que tu l'as vraiment écouté la réponse? On entend trop souvent des gens poser des questions, puis après ça, hop, on voit qu'ils sont comme plus là, ils pensent déjà justement à la suite des choses. Donc, si vous posez une question, attendez vraiment la réponse, puis je l'ai-tu vraiment écouté la réponse. Mais ça va vous servir énormément en négociation, justement, d'avoir cette capacité d'écoute. Des questions ouvertes, j'imagine? C'est plus... Bien sûr. Tout à fait. Exactement. Absolument. Des questions, ça amène les gens à développer sur le sujet. Tout à fait. Puis, il y a l'autre point, une autre attitude qui est la présence. La présence, ça va avec l'écoute. C'est que si tu veux être capable de bien écouter, il faut que tu sois présent à 100 %. Il faut que tu sois tout là. Quand tu es une négociation, tout comme une communication en général, ça demande de la concentration de toute façon. Fait que si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas complètement là, dès qu'il y a la petite affaire, la moindre petite affaire qui t'arrive dans la tête, là, ça te fait partir, puis là, tu te mets à penser, puis il a dit ça, qu'est-ce que je pourrais y dire en réponse? Mais si tu l'écoutes complètement, il va le sentir. Puis, automatiquement, si tu es présent à 100 % plutôt, je veux dire, il va le sentir. Puis, automatiquement, ton écoute va être meilleure. Fait que le résultat de ça, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'informations.
pertinentes pour pouvoir t'aider dans ta négo, Mhm. dans ta communication. Oui. Des fois, en tout cas, moi, j'ai peur quand je fais une négociation, si je prends le temps d'écouter, j'ai pas le temps de préparer ma réponse, c'est qu'il va y avoir des blancs. Tu sais, des fois, on veut être vite, avoir de la répartie, mais des fois, c'est pas nécessairement la meilleure technique non plus. Non, puis c'est vrai, on a de la difficulté avec les blancs, alors que c'est très judicieux dans une communication, dans une négociation aussi. Ça respire, ça permet de vivre le moment, il y a une réflexion qui se produit. Il ne faut pas avoir peur des blancs. Ça, je vous mets au défi, là. Puis pour moi aussi, j'ai apprivoisé les blancs dans ma vie, parce que sincèrement, vous voyez, je parle très vite. Mais je parle moins vite qu'avant. Oui. 50% moins vite. C'est pas amélioré. À peu près. À peu près. Mais j'ai apprivoisé les blancs et sérieusement, ça nous amène à avoir une communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus structurée aussi. Il y a des choses qui émergent des blancs parfois. Fait que je pense qu'il faut juste apprivoiser ces blancs-là. Ça peut être très nourrissant. Puis il y a beaucoup dans la préparation. Plus vous êtes préparé, vous connaissez votre dossier, vous savez de quoi vous parlez, bien, moins il y a de risques que, justement, vous ayez besoin de préparer votre réponse pendant que l'autre parle. Mm-hmm. Donc, ensuite de ça, un autre élément qui est important, la confiance. Dans l'attitude, ben oui. Dans l'attitude, évidemment. Ouais. On est dans l'attitude. La confiance est important. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en, justement, votre préparation. Qu'est-ce que ça prend pour être confiant? Qu'est-ce que ça nous prend pour avoir de la confiance? Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se fait poser super souvent. Comment on fait pour être plus confiant? Ouais. As-tu une idée? Se pratiquer, j'imagine. Ben, c'est un des éléments, un des gros éléments. C'est sûr que c'est pas juste ça, là, mais ça, c'est un des éléments qui va beaucoup vous aider, c'est sûr et certain. On en a parlé tantôt de la préparation, là, mais si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne l'avez jamais essayé, de vous pratiquer à haute voix, essayez-le. Puis vous allez le voir par vous-même, vous allez le constater par vous-même quel effet ça donne. Mm-hmm. Puis il y a aussi évidemment de développer l'expérience au niveau de la négociation, de se pratiquer à négocier. Évidemment, plus vous allez faire des négociations que vous allez avoir bien préparées au préalable, plus vous allez bâtir votre confiance et plus vous allez devenir de meilleurs communicateurs, de meilleurs négociateurs. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est sûr que la préparation, c'est un élément clé. La pratique, c'est un autre élément clé. Puis l'expérience qui rentre, c'en est un autre. On vous invite à vous mettre dans l'action, dans le fond, à expérimenter la négociation, expérimenter les techniques de communication dans différents contextes pour voir c'est quoi la réaction que vous obtenez par rapport à ça, puis développer de fil en aiguille vos aptitudes dans ces conditions. Il ne faut pas nécessairement espérer que votre prochaine négociation soit top-notch, parce que vous avez fait une formation. Il faut quand même le vivre, il faut l'essayer, il faut le tester. Ça Good! Voilà. Es-tu prêt à répondre à des questions? Oui. Il y a sûrement des questions. Oui, on est pas mal rendu. Ben, super. Merci, Nicolas, Mélissa, pour votre mini-formation sur la négociation. Ça reste des idées, des astuces, puis ça ouvre la réflexion. Oui, c'est ça l'objectif, c'est que ça ouvre la réflexion. Exact. Puis que ça vous amène à vous poser des questions sur où est-ce que vous en êtes une planète. Excellent. Donc maintenant, on en est rendu à la période de questions. Donc, il y a un petit bouton en bas qui s'appelle Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions ici. Puis moi, je vais les lire à Mélissa et Nicolas, puis ils vont pouvoir vous répondre. Puis là, ça se veut vraiment une tribune pour poser vos questions. Alors, soyez pas gênés. On est là pour ça. Exactement. Le but, c'est d'échanger aussi. Hein? Encore une fois, dans un principe de communication, on a envie de vous lire, on a envie de voir un peu c'est quoi les questions que vous avez, puis discuter. Dans une transaction immobilière, qu'est-ce qu'on peut négocier à part le prix? Comment est-ce qu'on peut réussir une négociation en immobilier, par exemple? Oui. Il y en a vraiment beaucoup des éléments. C'est sûr que c'est ça, le prix, c'en est un. Juste pour dire par rapport au prix, on a souvent tendance à croire à tort que si la personne n'a pas son prix, elle ne sera pas satisfaite. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas le seul élément. Il y en a tellement que le prix pourrait tellement être loin de ce que la personne veut, mais il y a plein d'autres éléments que vous allez réussir à lui donner comme avantage que la personne va accepter quand même. Ouais. Nommons-en quelques-uns. Oui. Il y a évidemment le délai de prise de possession. Oui, prise de possession rapide. Si dans votre. Mais rapide ou plus loin. Parce qu'on a tendance à dire l'argument de la prise de possession rapide, un vendeur motivé, ça peut être un bon argument. Oui, mais peut-être pas. Fait que dans votre collecte d'informations, vous pouvez aller détecter si, dans le cas de ce vendeur-là, c'est intéressant une prise de possession rapide ou non. Ça, c'est un élément que vous allez évaluer, vous allez pouvoir négocier aussi. Ouais. Ça peut être si vous pouvez payer cash. Il y en a qui disent moi, je vous paye cash là, tout de suite.
ben ça, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte. Ouais. Tu sais, soyez créatifs. Okay? Je vous donne un exemple. On a vécu une négociation nous-mêmes. C'était pour acheter la propriété de la mère d'une de nos amies. Ouais. Et puis, ben, c'est sûr que c'est une situation particulière. Toutes les situations sont particulières. De toute façon, il n'y a pas une situation pareille. Donc, nous, ça nous a amené à essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour elle en dehors du prix, outre le prix. Là-dessus, ben, déjà, on voulait lui demander une balance de prix de vente. C'est-à-dire qu'elle, elle investit une partie de son argent dans le projet d'une certaine façon. C'est un projet de flip immobilier. Oui, c'est un projet de flip immobilier. Fait qu'on lui demandait qu'elle investisse dans sa propre propriété qu'elle connaît. Fait que c'est comme une façon de lui dire, ben, tu vas pas juste investir dans n'importe quoi, tu sais c'est quoi ta propriété, tu la connais, tu dis qu'elle est en bon état, ben, tu vas être à l'aise d'investir là-dedans. Après ça, nous, on a fait on voulait faire le projet avec sa fille, justement. Et on a amené dans les éléments de négociation que c'était une façon pour elle de permettre à sa fille de participer à un projet comme celui-là, puis d'apprendre, parce que là, elle voulait apprendre au niveau des flips à travers ce projet-là. Fait que là, lui, on lui a amené que vous investissez dans votre propre maison, en plus, vous permettez à votre fille de participer. Fait que, vous investissez de deux façons, de cette façon. Ouais. On avait même ajouté aussi une partie des profits à la vente de la propriété. Ouais. Fait que ça, c'était une façon pour elle, parce que même si à court terme, elle n'avait pas le prix qu'elle voulait, en la faisant participer dans le projet avec le schéma de financement, ça lui permettait d'avoir presque le prix qu'elle voulait au départ à la revente. Le prix qu'elle voulait au départ, de l'obtenir finalement à la revente de la propriété. Fait que ça, c'est un contexte particulier. Je ne dis vraiment pas que ça peut se faire dans n'importe quel contexte de flip immobilier. Je pense que c'est la seule fois qu'on le fait, justement, de prendre vraiment le vendeur avec nous dans le projet, finalement. Ouais. Puis, ça a fonctionné. Puis notre prix, c'était hyper agressif. Oui, c'est ça. C'est pas que notre attitude est agressive, mais que le prix, c'était pas le prix qu'elle voulait. Vraiment pas, là. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a des tonnes de façons, il y a des tonnes d'éléments que vous pouvez négocier. Soyez créatifs, mais des fois, c'est juste à côté. Là, Mais de là, l'importance d'avoir le plus d'informations possible, parce que plus vous avez des infos, plus vous êtes en mesure d'être créatif, justement, pour proposer des choses qui vont être intéressantes pour le vendeur. J'en ai deux autres qui me popent en tête, je trouve intéressantes de mentionner. S'il n'y a pas de courtier, de dire il n'y a pas de courtier dans la transaction, donc il n'y aura pas de frais de courtier. Ouais. Si c'est proche d'une période particulière, c'est proche du temps des fêtes, dites je vous l'achète tout de suite, vous n'aurez pas pensé à ça pendant le temps des fêtes. Ça vous libère pour être avec votre famille pendant le temps des fêtes. Ça peut être aussi simple que de lui faire voir que le contexte va vraiment être plus intéressant en général, plus que de dire vous allez avoir juste l'argent que vous voulez au départ. Ça peut être intéressant. Une question de Jonathan ici. On a parlé de respect tout à l'heure. Ouais. Est-ce un manque de respect de faire une offre vraiment plus basse que le prix demandé? C'est vraiment une bonne question, puis c'est un très bon point. Ouais. Puis non, c'est pas un manque de respect parce que tout dépend de la façon dont les choses sont amenées. Es-tu d'accord avec moi? Oui, tout à fait. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas tous les détails. On dit on va chercher le plus d'informations possible, mais on ne connaît pas tous les détails de la situation de la personne. Peut-être, on ne le sait pas, mais peut-être que le prix que vous offrez, même si c'est 150 000 en bas du prix demandé pour une maison unifamiliale, peut-être que ça peut faire son affaire. Mais évidemment, c'est dans la façon de l'amener, en expliquant peut-être que vous êtes investisseur immobilier, vous ne connaissez pas son prix plancher, vous lui faites une offre pour ouvrir les négociations. Ça peut être une façon de l'amener dans le but d'ouvrir la négociation, justement. Puis c'est sûr que... Je pense qu'il faut le garder en tête, l'idée d'ouvrir la négociation. Dans la façon, mais aussi dans l'ordre des choses. Ouais. C'est pas nécessairement dire au départ, je vous offre 150 000 pour votre maison de 300 000. Tu sais. Ça peut être de dire, de présenter les avantages d'abord. Ouais. Ce qui paraît être comme des avantages évidents. Je vous l'achèterai dès maintenant. Je pourrais vous la payer cash. Ça vous permettrait de vous libérer tout de suite de votre dette. Voici le montant dans mon compte. Ça peut être une façon de... Voici une preuve que j'ai l'argent pour pouvoir vous payer ça tout de suite. Le prix que je vous offre, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a comme une façon d'amener qui peut, qui démontre du respect. Ouais. Établir une relation aussi. C'est sûr, si on arrive... comme devant. C'est ça que j'allais dire, on n'a jamais communiqué avec la personne. Puis bon, voici, je te fais une offre, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Bon, c'est sûr qu'avec une attitude de même, c'est peut-être un petit peu moins de chance que ça fonctionne.
Une question de Christian ici. Quoi répondre à un refus lorsqu'on a offert un prix d'achat très agressif? Donc, dans votre exemple de tout à l'heure, vous offrez 150 000 pour une maison qui en vaut 300. OK. Ben, moi, j'ai un exemple là-dessus. Ouais, un flip qu'on a fait dans Charlesbourg. Quand j'ai visité la propriété, c'était une succession. Fait que la dame qui s'occupait de la maison me disait que, bon, évidemment, elle était intéressée à vendre la propriété. Fait que moi, je lui ai demandé c'était quoi le prix le plus bas qu'elle serait prête à accepter. Puis elle m'a pas répondu. Elle m'a dit, ben écoutez, on n'est pas trop fixé. Faites-moi une offre. Bon, super. Fait qu'on a fait une offre très agressive. Je pense qu'on a nos calculs pour qu'on ait la marge de manœuvre, que ce soit le projet parfait, là, tout était beau, les profits. Tout. On a fait notre offre. On a fait notre offre, puis ça a été un refus instantané. En fait, elle n'a même pas répondu. Elle n'a pas répondu. Fait que là, voyant qu'elle ne répondait pas, moi, je m'attendais quand même à une contre-offre. Voyant qu'elle ne répondait pas, ben là, je l'ai rappelé. Je dis, tu n'avais pas répondu à mon offre d'achat. Bon. Fait que là, elle m'a dit, ben là, c'est parce que le prix que vous m'offrez, c'est vraiment trop loin. Ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on souhaite. Je dis, mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Combien vous voulez, votre propriété? Fait que là, elle m'a dit un prix, elle m'a dit 190 000 à ce moment-là. On a fait nos calculs, on a évalué à peu près 190 000. Fait qu'on est revenu, on a refait nos calculs de notre côté aussi. On est revenu avec une autre proposition, à ce moment-là, à 170 000. C'est évidemment pas son prix. Mais nous, à 170 000, on était confortables. Puis là, on a fait valoir les fameux arguments de la prise de possession rapide, le fait qu'il n'y avait pas de courtier immobilier sur le dossier, qu'on l'a libéré avant Noël. Et ça a fonctionné. Fait que je pense qu'il ne faut jamais prendre un refus pour un refus à l'infini, là. Je pense que vous cherchez à entrer en communication, reposer des questions, ressonder l'intérêt du propriétaire à vendre sa propriété, relancer finalement le processus. Je pense que c'est toujours une bonne avenue. Puis ce que tu disais tantôt aussi, c'est que l'objectif était d'ouvrir les négociations. Avez-vous une contre-offre à me proposer? Donc, tu sais, d'essayer de discuter avec la personne. Ouais. Évidemment, en s'adaptant à cette personne-là, on ne sait pas comment aller, si c'est un homme, une femme, une trentaine, âgé, tu sais, je veux dire, après ça, vous vous adaptez au type de personnalité, évidemment. Ouais. Ici, on a une question par Dominique et Nicole. Dans le cas où il y a un courtier qui est impliqué, est-ce que c'est mieux d'aller négocier soi-même ou on est obligé de passer par le courtier? Est-ce que vous savez ça? Bien, en tout cas, dans mon expérience, quand il y a un courtier, on est pas mal obligé de passer par le courtier, là. Ouais. C'est des technicalités au niveau immobilier. La loi du courtage immobilier, là, ouais. À ce moment-là, en tout cas, moi, personnellement, ce que je trouve plus difficile dans le cas quand il y a un courtier immobilier, puis ça se fait, là, on en a fait des négociations avec des courtiers, mais c'est ça, c'est qu'il y a un intermédiaire de plus, une barrière, tu sais. Fait que vous arrivez à négocier, à faire votre présentation, votre proposition au courtier immobilier. Des fois, il est d'accord plus ou moins, mais si vous réussissez à le convaincre, c'est super, il va aller présenter ça de l'autre bord, mais il ne présentera pas nécessairement de la même façon que vous. C'est l'objectif devient différent. En fait, c'est que là, il faut que vous arrivez à faire voir votre point au courtier. Oui, c'est ça. Il faut que vous négociez avec le courtier carrément, pour que lui soit d'accord, trouve que ça ait du sens, pour qu'il soit capable après ça d'aller le vendre de l'autre côté. S'il dit, là, ça n'a pas de bon sens, ce prix-là, il faut arriver à lui faire voir les avantages pour lesquels vous proposez ce prix-là. Puis, encore une fois, c'est de la négo. C'est de la négo, mais avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est plus dur parce que là, le courtier n'est pas impliqué émotivement, alors que des fois, quand on négocie avec le vendeur directement qui est un peu plus impliqué émotivement, ben, on est capable d'établir une relation, en tout cas. Là, le reste, c'est l'expérience de chacun. Il y en a qui ça va très, très bien avec des courtiers. Ouais. Puis la question étant, est-ce que je suis obligé de passer par le courtier? Bien, théoriquement, je pense que oui, c'est ça. Non, pas se prononcer trop à 100%, là, mais théoriquement, je pense que On a beaucoup de questions sur le non-verbal. Oh! Okay. Si on voit que la personne est coincée, vraiment fermée, comment est-ce qu'on fait pour détendre l'atmosphère, pour relancer des négociations? OK. C'est une bonne question. Oui. Ben moi, ça, c'est ma technique à moi, là, mais moi, je pose beaucoup de questions. Ouais. Je relance toujours avec une question. Je ne suis pas une blagueuse. Il y en a qui ont le sens de l'humour peut-être plus facile. Si vous avez le sens de l'humour, utilisez-le. C'est une force, c'est un atout en communication, en négociation. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai. Mais j'ai plus tendance à poser des questions, à chercher à vraiment établir le lien, la relation avec l'autre personne pour la mettre en confiance, la détendre un peu, échanger. Des fois, c'est juste de changer de sujet aussi, hein, tout simplement. On parle d'autres choses, ça détend l'atmosphère. Tranquillement, on revient sur le sujet principal. C'est une autre façon aussi d'y arriver. Tu l'as dit, toi? Ben, je pense que ça résume bien qu'est-ce qui peut être pertinent. Ouais. Parfait. On a une question de Steve ici. Est-ce vrai que le premier qui parle en négociation perd? C'est vrai, c'est fou, ça.
Écoute, je sais pas. Ouais, ben, ça dépend tellement des contextes. De répondre à ça, tu sais, je veux dire. Mais en fait, c'est sûr que si on garde en tête qu'il y a un perdant, que le premier perd, encore une fois, c'est ce qu'on disait tantôt. Nous, notre. On part pas de la bonne intention. Ouais, c'est ça, c'est une question d'intention. Ouais. Mais en fait, si vous avez en tête gagnant-gagnant, ben. Il n'y a pas de perdant. Ouais, il n'y a pas de perdant. Il ne Ouais. faut pas le voir comme je perds quand je n'ai pas mon prix. Je pense qu'il est là la nuance. Ça se peut que vous n'ayez pas votre prix, c'est ça. C'est qu'une négociation parfaite, elle va être gagnant-gagnant, mais elle ne sera pas parfait. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut faire des compromis à quelque part. Ça peut arriver que vous ayez là, 100% des conditions que vous voulez, le prix que vous voulez, 100% ce que vous vouliez. Là, ça se peut que vous réussissiez à l'atteindre en négociation. Mais je pense très sincèrement que ça va être plus rare parce qu'on cherche à trouver l'équilibre entre les positions, on cherche à trouver l'accord commun, ce qui va être gagnant pour l'un et pour l'autre. Donc, nécessairement, il faut en laisser aller un petit peu sur certains points. Fait que ça se peut que vous n'ayez pas exactement le prix que vous voulez. Ça se peut que la prise de possession, ce ne soit pas exactement quand vous voulez. Peut-être que le taux d'intérêt, ça va être 5 % au lieu de 4 %. C'est des détails sur lesquels vous pouvez travailler pour vous donner de la marge de manœuvre dans le but d'arriver à une solution qui va être gagnante. Encore une fois, la meilleure façon de le savoir, c'est de le tester, de le vivre, de l'expérimenter. Essayez-le. Ouais. Essayez de vous assurer de ne jamais dire votre prix tant que l'autre n'a pas dit quelque chose. Testez-le, voir ça marche-tu, ça marche pas pour moi. Ouais. Là, que ça marche bien, là, que ça marche pas. Ouais. Puis essayez de dire votre prix en premier, mais en ayant une stratégie de faire valoir les avantages, puis d'offrir un prix qui n'est pas nécessairement celui qu'il veut. Mais essayez des choses. Mm-hmm. Vous allez voir qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui marche moins. Oui, c'est une question de profil de personnalité aussi. Oui, Ça, on en parlait en préparant le webinaire, justement. On se disait, on a tous un profil de personnalité, donc on a tous des façons plus naturelles de négocier, de communiquer. Fait que ça, il faut le respecter. On parlait de respect tantôt. D'identifier c'est quoi notre profil, c'est quoi nos forces à nous, puis optimiser ces forces-là. Puis arriver avec l'expérience à distinguer sensiblement quel est le profil de l'autre personne pour être en mesure de s'adapter et de répondre à ce profil-là pour être capable d'établir la meilleure relation et la meilleure communication possible. Mais on a tous un profil de négociateur, on a tous un profil de communicateur. Fait que ça, c'est intéressant de le garder en tête aussi. Il n'y a pas une technique infaillible, il n'y a pas une façon de faire les choses. Vous avez tous votre propre façon de négocier, on a notre façon de négocier. Il y a des idées, il y a des façons de faire qui peuvent vous aider, mais c'est vrai, Nicolas, tu as raison, l'idée de tester des choses, là, ça va être efficace. Une meilleure réponse. Oui, absolument. Ça fait écho à une question ici par rapport à l'âge de la personne avec qui on négocie. Est-ce qu'il y a des techniques différentes par rapport à si on discute avec une personne âgée ou un jeune? Des techniques, j'avoue que ce serait dur à dire. Des approches différentes. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Il y en a qui vont prôner le vouvoiement, que ce soit une personne plus âgée, une personne plus jeune. Il y en a qui vont dire, moi, c'est un jeune, je le tutoie, c'est une personne plus âgée, je le vois. Reste que c'est encore une fois, peu importe son âge, si vous avez fait une bonne recherche au départ sur qu'est-ce que cette personne-là vit, qu'est-ce qu'elle a comme difficulté, c'est quoi qu'elle recherche pour être capable de vous y adapter. Je pense que vous allez être capable de vous adapter, que ce soit une personne plus âgée, une personne plus jeune. Ouais. Moi, c'est plus. Sinon, j'en ferais pas nécessairement de distinction personnellement. Non, pas au niveau de l'âge, mais au niveau du profil de personnalité, il y a des gens qui ont besoin d'avoir plus d'informations. Fait que c'est important de leur en donner plus. Arriver avec des documents, présenter les choses. Voici mes états financiers, par exemple. Des fois, ça peut être le cas. C'est pas tant l'âge que le profil de la personne. Même chose, la personne âgée qu'on voit d'arriver chez eux, puis il y a plein de cas de tous ses enfants, ses petits-enfants, puis ça vaut peut-être la peine d'en parler de ça. Vous avez des enfants, oui, des petits-enfants, ça en est combien? C'est une façon de créer le lien, puis de donner confiance à cette personne-là, de vous intéresser à ce qu'elle semble être intéressée en voyant ce que vous voyez autour de chez elle. En même temps, il y en a d'autres que c'est comme rabougri, puis c'est comme, non, moi, je vais juste gérer cette histoire-là, mais ça vous adaptez d'être à l'écoute de l'environnement de la personne, de la personne. Parfait. Une question de Christian. Quelle est la façon la plus habile de proposer aux vendeurs de participer au financement? Je pense que ça fait écho à votre exemple de tout à l'heure.
Ah ouais, Ouais. on l'a fait à quelques occasions, ça, quand même. C'est drôle, j'avais jamais pensé Ah ouais. comme ça. Ou, ben, une balance de prix-vente, on connaît ça. Ouais. Mais dans le cadre d'un flip, de redonner une partie des profits, Ouais. je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ouais, Mhm. ouais. Ben, je pense que c'est plus facile avec quelqu'un qu'on connaît, là, tu sais, qui a déjà un certain lien. Quoique, le chalet, je veux dire, parce qu'on a fait financer à 85% l'acquisition d'un chalet par les vendeurs eux-mêmes. Ils ne nous connaissaient pas, là. Ouais. Dans le fond, c'est de leur faire valoir c'est quoi qu'ils vont en retirer de ça. Leur faire voir, c'est ça, les Voir avantages. concrètement. Ouais. Moi, j'avais mon iPhone, j'avais sorti ma calculatrice hypothécaire. J'avais dit, bon, là, fait que là, si notre taux d'intérêt est à tant, puis vous nous prêtez sur tant de temps, ben, regardez, c'est ce qui va rentrer dans votre compte à chaque mois. 500 quelques piastres par mois qui va rentrer de façon passive. Là, tu sais. Donc, ça, c'est de faire voir les choses, les calculs, le faire devant eux. Ouais. Je pense que ça peut être une façon tu sais. Les images parlent. Hein? Puis les chiffres parlent. Ouais. Mais trop souvent, on ne dit pas les chiffres. Tu sais. Ouais. Oui, ça va être rentable pour vous, mais rentable comment? Ça ne me dit rien. Ouais, Mais de dire, il va y avoir 600 piastres qui vont rentrer dans votre compte à chaque mois, si on s'entend là-dessus, ben, vous n'êtes pas perdant. C'est juste que vous allez avoir votre argent de façon passive, sans que vous ayez à vous occuper de votre immeuble. Ouais. Puis après ça, ben là, il faut démontrer notre crédibilité comme Oui, investisseur. Là. c'est sûr. Fait que là, on parle évidemment du contrat notarié chez le notaire. Bon, c'est un prêt de type hypothécaire. Vous allez avoir l'immeuble en garantie. C'est un contrat signé chez le notaire. Voici notre portrait financier. Des fois, ça peut aider aussi. Fait qu'il y a comme deux points. Fait que premièrement, de faire valoir l'idée en démontrant concrètement qu'est-ce que ça peut faire pour eux. Donc là, 500 piastres qui rentraient dans leur compte à chaque mois. Et ensuite, ben, de bâtir, démontrer la crédibilité par différents moyens. Des fois, ça doit être difficile de négocier avec des gens qui vivent des situations difficiles, donc en difficulté financière ou en deuil. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les émotions de tout le monde? Tu sais, des fois, ça peut être de la tristesse ou de l'agressivité. Comment est-ce qu'on fait pour calmer le jeu? Ouais. Ça revient aux attitudes qu'on parlait tantôt. Il faut d'abord avoir l'intention d'en arriver à une solution gagnant-gagnant, puis de l'exprimer clairement à l'autre personne. Moi, mon but aujourd'hui, c'est qu'on en arrive à une solution qui va être gagnante pour vous, gagnante pour moi. Puis de ne pas avoir peur de dire les choses. Moi, je suis un investisseur immobilier, j'ai un objectif de rentabilité, mais je veux aussi vous aider. Je veux que ça puisse vous aider. Ça, c'est important. La notion de respect, puis l'empathie aussi. En négociation, je pense que c'est une clé de se montrer compréhensif à la situation de l'autre personne, sans non plus là, embarquer là-dedans, parce que des fois, ça peut partir là aussi. Fait qu'il faut trouver le juste équilibre là-dedans en ramenant l'objectif. Écoutez, l'objectif aujourd'hui, moi, le point sur lequel je peux vous aider, c'est en vous libérant de votre propriété. Les autres aspects, je ne peux pas vous aider malheureusement, mais ça me fait plaisir de vous aider sur cet aspect-là aujourd'hui. Fait que c'est l'objectif qu'on a ensemble aujourd'hui. C'est une façon de ramener l'objectif, tout en démontrant évidemment de l'empathie et de la compréhension pour la situation de l'autre personne. Je pense qu'il faut être prêt aussi des fois à dire, ben écoutez, on va prendre une pause dans le sens où je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment pour qu'on en parle parce qu'on est trop triste. Ou, mais on pourrait se revoir à un autre moment. Qu'est-ce que vous en dites? On peut planifier un autre moment à la place. Si quelqu'un qui est agressif puis qui est envers vous, tout ça, ben, l'aspect du respect, ben, respectez-vous vous-même. Fait que s'il dit des choses qui n'ont pas de bon sens, monsieur ou madame, je veux dire, moi, je vous respecte, j'aimerais ça que vous me respectiez aussi. D'être clair, tout en restant empathique, mais sans trop embarquer. Là. De ne pas être trop réactif à ce qui se passe. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'une négociation efficace aussi, c'est une négociation qu'on sait stopper quand il faut la stopper. Si ça ne fonctionne pas, la personne est trop agressive, est trop émotive à ce moment-là, ben c'est à nous, comme négociateurs, comme investisseurs immobiliers, c'est à nous de dire, bon, ben c'est pas un bon moment pour négocier. Fait qu'on va arrêter là. Ce que je vous propose, c'est comme Nicolas disait, ben, on va prendre rendez-vous à tel moment, tout ça. C'est de savoir mettre fin à la négociation ou mettre une pause à la négociation quand c'est nécessaire de le faire. Les suivis, justement, après une première ronde de négociation, est-ce que c'est à éviter de faire suite avec des courriels? Ça dépend vraiment de la relation qui a été établie avec l'autre personne. Si toute la communication s'est déjà faite par courriel, la poursuivez comme ça. Si la communication s'est faite davantage par téléphone, d'abord, je pense que c'est de préserver la même méthode de communication que vous avez déjà mise en place avec cette personne-là. Ce sera ça le meilleur conseil que je donnerais. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas.
Ça a de l'allure. Ouais. Parce que si vous avez toujours parlé, puis d'un coup, vous envoyez un courriel, c'est comme, C'est bizarre. qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la relation était coupée d'une certaine façon. Ouais. Parce que vous êtes plus à l'aise d'y parler, ou je sais pas trop. Fait que, tu sais, je pense que là, c'est de passer par-dessus, puis de doser, là, finalement. D'y aller de la même façon que ce que vous avez toujours fait. C'est une super bonne suggestion. Parfait. Il y a quelques personnes qui ont manqué le début. Est-ce que vous pourriez répéter les 5 étapes pour faire une négociation efficace? Oui. Ouais. Mais ça, c'est 5 étapes selon nous, là. En tout cas, nous, c'est les étapes qu'on met en place. La première, c'est la collecte des informations. Donc, aller chercher le plus d'informations possible sur la personne, sur la propriété pour bien se préparer par la suite. La deuxième étape, c'est l'analyse. Analyser votre projet. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement avec cette propriété-là? C'est quoi vos limites? C'est quoi vos marges de manœuvre? C'est où vos zones où vous êtes capable de travailler? Ayez une position qui est claire. Sachez qu'est-ce qui est important pour vous. Sachez les éléments sur lesquels vous pouvez retravailler ou non. La troisième étape, la préparation. Préparer l'ordre de présentation de vos éléments, réfléchir aux documents que vous pourriez présenter en même temps, se pratiquer, on en a parlé, se pratiquer à voix haute. C'est important de le faire pour ressentir comment ça peut se dérouler la négociation. Préparer les objections aussi, se mettre dans la peau de l'autre. La quatrième étape, c'est la négociation elle-même. Si on a parlé de l'intention à avoir dès le départ, que le but de la négociation, c'est de discuter, c'est d'échanger dans l'objectif commun, d'arriver à un accord commun. Fait que de garder ça en tête tout au long de la négociation pour être capable de le ramener si jamais ça déborde un peu. Placer cette attention-là dès le départ aussi avec l'autre personne avec qui vous négociez. Puis finalement, le suivi, on en a parlé aussi. Cinquième étape, parce que ça se peut que ce ne soit pas conclu à ce moment-là, mais que ça se peut très bien que ça se conclue plus tard. Donc, l'importance de faire des suivis, de maintenir la relation, de maintenir le lien. Puis, si ça s'est conclu à ce moment-là, bien, le suivi est d'autant plus important pour garder la personne avec vous et vous assurer d'en arriver à une conclusion, une transaction qui va être gagnante. Voilà les 5 étapes. Parfait. Peut-être une dernière question avant qu'on... Le temps file, hein? Ça va vite. Oui, ben oui. Qu'est-ce que vous pensez de la technique du chéquier du millionnaire? Ça, c'est la fameuse technique du shut up que nous autres, on appelle. On l'a appris en anglais, nous autres. Peut-être la résumer. Oui, la résumer. Dans le fond, c'est de demander, par exemple, à l'autre personne en négociation, c'est quoi le prix le plus bas que vous seriez prêt à accepter? Si vous aviez 24 heures, si la transaction pouvait se conclure dans les prochaines 24 heures, c'est quoi le prix le plus bas que vous êtes prêt à aller, votre prix plancher? Et vous laissez l'autre personne se dépêtrer. Shut up. Shut up. C'est shut up, ça veut dire tu dis rien, tu t'attends. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ont un malaise avec le silence. Ouais, on en parlait tantôt. C'est pour ça que ça va devenir bon, nous, avec le silence. Oui, avec le silence, parce que les gens ont un malaise avec le silence, fait qu'ils le remplissent. Fait qu'ils disent eux-mêmes des choses. À la limite, ils disent leur prix qui est vraiment pas leur plus bas. Ouais. Mais moi, je vais plus loin là-dedans, c'est ça. Fait qu'une fois qu'ils disent leur prix, là, tu as dit shut up, tu n'as rien dit quand tu as posé la question, c'était quoi le prix le plus bas que tu serais prêt à accepter. Là, la personne finit par dire un prix. Maintenant, regarde, on va le jouer. On va jouer, OK. Fait que là, moi, mon prix le plus bas, là, c'est 200 000. 200 000. Oui, mais là, j'ai fait mes fenêtres, là, puis j'ai fait mon toit, puis... c'est sûr que là, l'entrée n'est peut-être pas faite. Là. Au pire, je pourrais 195. Peut-être que je pourrais descendre à 195. Shut up toujours. Tout le temps. Là, il parle. Il donne plein de raisons. Là. Ben là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Des fois, ils disent rien. Des fois, ils disent rien. Des fois, ils disent rien non plus. Oui. Puis s'ils disent, ouais, mais là, vous dites rien, vous pouvez dire, ben, je réfléchis, ou ben non, vous pouvez dire, ben, comment vous expliquez ce prix-là. Vous pouvez aller vers ça, mais à la base, s'il n'y a rien. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on pense de cette technique-là? Elle n'est pas toujours évidente à mettre en application. Il faut se pratiquer à la mettre en application. Mais ça a pour effet, le plus souvent qu'autrement, d'amener l'autre personne à se justifier elle-même puis à parfois baisser encore de prix. Fait que ça vous donne une marge de manœuvre supplémentaire dans la négociation. Fait que ça peut être intéressant. Pour moi, personnellement, c'est plus facile par téléphone. En personne, c'est un défi. On l'a fait à quelques occasions. Ça reste un défi, mais c'est quelque chose qui se pratique. Puis ça peut avoir son efficacité dans la mesure, encore une fois, où vous restez respectueux envers l'autre personne.
Fait que c'est pas d'être super bête, puis de rien dire, puis de vous écraser dans votre chaise. C'est de rester à l'écoute, rester présent avec l'autre personne, mais rien dire parce que vous laissez l'autre personne s'exprimer. Peut-être que la technique va mieux s'appliquer avec certains types de personnalités. Oui, c'est vrai. Les types de personnalités volubiles, là, qui parlent tout le temps, puis qui n'ont pas de pause jamais, là, essayez-les, ils ne seront pas capables de prendre une pause et de rien dire, ils vont partir. Mais si vous négociez avec quelqu'un qui parle jamais, qui dit jamais un mot, puis c'est dur de le faire parler, vous allez peut-être perdre. Fait que, tu sais, c'est à vous de voir, là, c'est une question de bon jugement, là, mais je pense que... Mais je vous invite à le tester, à l'expérimenter, c'est intéressant. Très intéressant. Une question de Dominique ici. Dans le cas des personnes très émotives, qu'en pensez-vous d'argumenter votre point et de lui laisser une enveloppe contenant la promesse d'achat, lui demandant de l'analyser à tête reposée? Oui, c'est une très belle option. Très belle option. Que vous démontrez que vous êtes prêt, que vous êtes sérieux dans votre démarche, que vous êtes professionnel, vous avez préparé les documents. Voici, je ne veux pas vous brusquer, je vous laisse avec ça. On a le temps d'y penser. On a le temps d'y penser. Là, c'est à vous de faire votre suivi. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est une très belle idée. Oui, c'est une très bonne idée. OK, super. Bon, tantôt, on avait fait un petit wrap-up des 5 étapes. Oui. Mais il y avait toute une autre partie qu'on n'a pas résumée. Oui. Ce serait peut-être le temps, là, vu que le temps file, de faire un petit résumé de ce que vous nous avez présenté au début du webinaire sur les meilleures attitudes d'un négociateur efficace. Tout à fait. Ben, c'est des attitudes qui sont utiles en communication, mais on en a nommé 5, si je ne me trompe pas. Ouais. Premièrement, c'est d'avoir l'intention réelle d'en arriver à une solution gagnant-gagnant. Donc, avoir cette intention-là en tête, ça met toutes les chances pour que la négociation se passe bien en général. Ça rend les choses plus fluides, puis ça vous évite aussi d'être trop dans l'émotion, parce que ça, c'est un point qui était ressorti, c'est comment je fais pour gérer mes émotions, mais en ayant en tête l'objectif d'arriver à une solution gagnante pour tout le monde, plutôt que d'avoir en tête « il faut absolument que je passe mon point, il faut absolument que je gagne », ça ne met pas du tout la même pression, puis on arrive à mieux gérer nos émotions dans ce contexte-là. La deuxième attitude, on a parlé du respect envers soi-même, envers l'autre, envers ses valeurs, envers ses limites. L'écoute, évidemment, très important. La présence, d'être présent à 100%. Quand vous êtes dans une négociation, ne pensez pas à d'autres affaires. Restez concentré, quitte à vous préparer d'avance, de ne pas faire le party la veille. Parce que si vous faites le party la veille, vous arrivez la journée même, vous allez peut-être avoir les yeux dans la graisse de bine, puis ça va être plus dur de vous concentrer. Donc, encore une fois, ça fait partie de la préparation. Mais bref, présence, puis finalement, évidemment, la confiance. Donc, mettre les chances de votre côté pour être en confiance pendant votre négociation, entre autres pendant la préparation. Puis là, on a parlé beaucoup de négociation, mais avant d'en arriver à une négociation, souvent, il faut contacter une première fois le propriétaire. Puis vous êtes client, mon prospecteur, vous recevez des alertes probablement régulièrement sur des propriétés, soit un avis de délaissement, un avis de 60 jours, hypothèque légale, succession. Il y a plusieurs situations là, qu'on peut recevoir les alertes avec mon prospecteur, évidemment. Mais comment contacter les propriétaires? Comment passer à l'action en toute confiance dans le but d'en arriver éventuellement à une négociation? C'est pas facile. Peut-être que vous êtes stressé. C'est la première étape. C'est la première étape. Il faut contacter les propriétaires. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions ce soir à propos de ça. J'attendais à la toute fin pour vous les soumettre. Comment est-ce qu'on fait pour aborder une personne qui est en difficulté financière qui fait une succession sans la froisser? Comment on fait pour l'aborder? Mais ça, c'est quelque chose qu'on va parler dans un atelier spécial qu'on a créé avec mon prospecteur, évidemment. C'est un atelier pour vous aider à contacter les propriétaires en toute confiance, penser à l'action en ayant les bons outils. Évidemment, il y a des sujets au niveau de la négociation qu'on a parlé avec vous aujourd'hui, qu'on aborde dans cet atelier-là, qu'on va beaucoup plus loin là-dedans. Mais c'est pas évident. Des fois, c'est ça, on veut pas froisser le propriétaire. On sait qu'il vit une situation difficile. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit? Des fois, ça nous stresse nous-mêmes. On a peur de le déranger, de l'offusquer. C'est des points qu'on aborde évidemment dans l'atelier. Ça passe évidemment par la mise en place d'une relation avec l'autre personne. On en a parlé beaucoup dans le webinaire aujourd'hui. L'importance de créer le lien, d'avoir l'intention d'en arriver à une solution qui va être gagnante pour tout le monde. Fait que ça, on aborde tout ça dans l'atelier. C'est un atelier vraiment pratique. On va partager avec vous, évidemment, des stratégies, des techniques de communication pour arriver à bâtir ce lien-là avec l'autre personne. Mais on va aussi vous mettre dans l'action avec des mises en situation. On va avoir des scripts qui peuvent vous aider aussi à contacter les propriétaires selon la situation
dans laquelle ils sont confrontés. Oui, vous allez vous pratiquer pendant cet atelier-là de façon structurée, de façon guidée. Fait que des fois, on a peur de se pratiquer dans un contexte où on va vraiment appeler quelqu'un qui est en difficulté. Fait qu'on va le faire dans un contexte un peu plus encadré, contrôlé, mais vous allez quand même vous pratiquer à le faire, à le dire, à le vivre. Fait que c'est d'où la pertinence de faire ce genre d'atelier-là avant ou même pendant pour améliorer vos aptitudes. Mais c'est ce qu'on va faire dans cet atelier-là qu'on va vous présenter. Joanie va envoyer les informations. Oui, c'est le 21, on le fait à Québec et à Montréal. Ouais. Avec le 21 septembre à Québec en soirée, puis le 28 septembre à Montréal en soirée. Ouais. Puis on va avoir beaucoup de plaisir. C'est comme aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment une formation en classe théorique, non, c'est vraiment des simulations, des jeux de rôle, vraiment un atelier pratique. Exact. On est vraiment content de mettre ça en place. Ah, c'est cool, merci. Merci de l'invitation. Donc, il est déjà 8 heures. Alors, je vous remercie beaucoup pour le beau webinaire. Merci à vous, tout le Merci monde. beaucoup appris. Puis, on va rester disponible encore quelques minutes pour répondre aux nombreuses questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Mélissa, Nicolas de Communication Futée. Ça va me faire plaisir. Puis nous aussi, mon prospecteur, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Alors, sur ce, on va fermer la vidéo, mais on reste là pendant quelques minutes encore, puis on vous souhaite une bonne prospection. Oui, bonne prospection tout le monde. Bonne négo, bonne communication. Puis merci beaucoup de votre présence ce soir. Yeah. Bye! Au revoir.